Salut, comment tu vas? Bonjour. Salut. Chris Traeger. Voici Ben. Bonjour, messieurs. Ron Swanson. Ron Swanson. C'était la première fois que Leslie Knope et Ron Swanson rencontraient Chris Traeger et Ben Wyatt, une équipe d'auditeurs envoyée pour réduire drastiquement le budget du gouvernement de Pawnee, Indiana. Qu'allez-vous couper exactement? Combien allez-vous couper? Puis-je vous regarder faire ça en mangeant des gratons de porc? Mais d'un point de vue narratif, le duo était vraiment là pour bouleverser la dynamique d'une série qui semblait condamnée après une première saison mal accueillie. Heureusement, Chris et Ben sont littéralement arrivés et ont sauvé Parks and Rec d'une annulation précoce. En 2007, The Office, au sommet de sa popularité, recevait les éloges de la critique et des nominations pour des récompenses que la série aurait sans doute dû remporter. Souhaitant tirer parti de ce succès, Ben Silverman, co-président de la division divertissement de NBC, a demandé à Greg Daniels, créateur de la série, de refaire des merveilles en lançant une série dérivée. Sceptique, Daniels a cédé sous l'insistance de la chaîne. Il a donc sollicité Michael Schur, scénariste de The Office, pour créer une nouvelle série. Après de nombreuses idées, ils ont finalement choisi de laisser tomber le spin-off direct et de concevoir une série sœur axée sur la bureaucratie du gouvernement local. D'abord, ils pensaient à l'histoire d'un responsable régional humilié voulant relancer sa carrière. Mais quand Amy Poehler a accepté de jouer Leslie Knope, ils ont choisi d'en faire une employée municipale très enthousiaste du service des parcs et loisirs d'une petite ville. La série a été mise en production à la hâte afin de pouvoir débuter dans la seconde moitié de la saison télévisée du printemps et elle a commencé avec une saison écourtée de seulement 6 épisodes, ce qui pourrait être l'une des raisons pour lesquelles, malgré un casting impressionnant, Parks and Recreation a fait ses débuts avec un accueil froid sur NBC en avril 2009. Les critiques et le public semblaient majoritairement penser que Parks and Rec ressemblait trop à The Office. Et étant donné que la nouvelle série reprenait sans vergogne le format mockumentaire de sa prédécesseur, il est facile de comprendre pourquoi. Beaucoup trouvaient que Leslie Knope, coincée et maladroite, ressemblait trop à Michael Scott de Steve Carell, tout aussi maladroit, et que le ton de la série était trop méchant. Hey, Madame Park. Tu crains. Tu as entendu ça? Appelle-moi Madame Park. Sans parler du choix de Rashida Jones comme personnage principal dans les deux séries. A. Perkins. Andy Dwyer, de Chris Pratt et Tom Haverford d'Aziz Ansari ont été salués, tout comme le concept de la série. Si la première a bien marché, chaque épisode suivant a rassemblé moins de téléspectateurs. À la fin de la saison, il y avait une réelle possibilité que la série soit annulée. Donc, lorsque la chaîne a donné son feu vert pour une autre saison, tout le monde savait que la série aurait besoin de quelque chose pour changer radicalement la dynamique. Ou dans ce cas, de deux choses. Ben Wyatt, joué par Adam Scott de Party Down, et son patron Chris Traeger, interprété par Rob Lowe de The West Wing. Ils apparaissent dans la saison 2, épisode 23, The Master Plan, et, comme pour annoncer leur mission, déstabilisent aussitôt Ron et Leslie par leur comportement étrange. Ils forment un duo d'auditeurs itinérants avec une dynamique de bons flics, mauvais flics. Ben, il y avait un grand concert. Maintenant, il n'y en a plus. On ne peut vraiment rien faire pour ça? Non, il n'y en a pas. C'est dommage. Chris est extraverti, charmant et inlassablement positif, tandis que Ben est un pragmatique sérieux dont le travail consiste principalement à annoncer de mauvaises nouvelles. Tu n'es pas aussi gentil que l'autre gars. Je m'en fiche. Plongés dans une histoire mettant en péril le service des parcs, Ben et Chris semblaient d'abord être des antagonistes temporaires, destinés à repartir une fois leur rôle fini. Pourtant, Chris ne devait initialement apparaître que dans 8 épisodes. Ben était toujours destiné à rester et à devenir un membre régulier de la distribution. Babababouille. En fait, Il a joué un rôle clé dans la résolution d'un problème précis. Après avoir analysé les défauts de la première saison, les producteurs ont décidé de modifier la personnalité de Leslie, influencée par une blague improvisée par Amy Poehler sur le plateau pendant la première saison. J'ai un peu l'impression de faire déjà partie du club des mecs. Je veux dire, Regardez ces salopes qui nettoient derrière moi. Schur et les scénaristes ont compris qu'il fallait rendre Leslie plus amusante, détendue et moins coincée. Schur dira plus tard que Poehler a changé la série avec cette réplique, ce qui a amené à repenser le personnage comme plus intelligent. Plus confiante et plus optimiste. Mais pour donner pleinement vie à cette nouvelle version de Leslie, il ne suffisait pas de lui écrire une nouvelle attitude. Il fallait aussi résoudre le problème de sa vie amoureuse. La première saison avait établi que Leslie avait un béguin non partagé pour Mark Brendanawicz. Mark Brendanawicz. L'avoir soupiré après lui, alors qu'il n'était pas intéressé, la rendait faible, ce qui n'allait pas avec la nouvelle version de son personnage. De plus, Mark était un personnage ennuyeux et pas drôle, ce qui rendait aussi la vie amoureuse de Leslie ennuyeuse et sans humour.
Pour être clair, Schneider n'est pas responsable. Les scénaristes ne lui ont jamais offert de rôle intéressant. Dans la saison 2, Mark s'est intéressé à John Seas et Perkins, et Leslie a multiplié les histoires d'amour sans lendemain. À la fin de la saison, Ben est arrivé. Ben était un maire déchu d'une petite ville qui essayait de reconstruire sa vie dans un poste bureaucratique ordinaire, après la défaite publique humiliante qu'il avait subie. Si cela vous semble familier, c'est parce que Ben était, à bien des égards, le personnage qui aurait pu devenir le personnage principal, et que Daniels et Schur ont écarté quand Poehler est devenu la vedette. Son réalisme l'oppose à Leslie lors de leur rencontre. Mais Ben révèle ensuite sa personnalité de geek, plus douce et compatissante, ce qui les rapproche. Ils deviennent amis, puis un couple marié avec des triplés. Contrairement aux précédents intérêts amoureux de Leslie, Ben a ses petites attentions. Il l'apprécie pour ce qu'elle est et soutient sa carrière et ses passions. Cela fait de lui un bon partenaire pour la version confiante du personnage, nourrissant sa personnalité sans jamais être méchant ou condescendant. Pendant ce temps, Chris était aussi présent pour résoudre un problème précis, à savoir Ann Perkins. la compétence n'est pas vraiment drôle, et Anne, intelligente et stable, ne permettait pas aux scénaristes d'obtenir beaucoup de rire. Jones était souvent cantonné au rôle de personnage sérieux, servant de faire valoir comique à ses coéquipiers. Comme Schur s'en est souvenu plus tard, les scénaristes ont finalement décidé que la meilleure façon de déstabiliser une femme comme Anne et de la rendre drôle était de la mettre en couple avec quelqu'un comme Chris Traeger. Le plan initial était que Chris rompe avec Anne, puis quitte la série, provoquant des changements radicaux et soi-disant drôles dans son comportement, avant que quelqu'un ne réalise que Lowe et Jones auraient une alchimie incroyable, ou qu'il allait offrir la performance comique la plus hilarante et absurde de toute sa carrière. Et Perkins! Hé Chris, je dois filer à une réunion avec Ron. Excellente idée! Je vais courir jusqu'à ma prochaine réunion. Les critiques et les fans ont tout de suite adoré le personnage, si bien que Lowe a été intégré au casting. En saison 3, les scénaristes ont continué d'utiliser Chris pour déstabiliser Anne et révéler son côté drôle, comme Ben avec Leslie. Certains téléspectateurs et commentateurs considèrent leur relation comme l'un des aspects les plus intéressants de la série. L'optimisme et l'enthousiasme inébranlable de Chris sont aussi devenus une force motrice pour les autres personnages. Les motivant à changer, son rôle de directeur municipal l'a aussi amené à agir comme antagoniste, notamment en sanctionnant Leslie et Ben pour avoir violé l'interdiction des relations au bureau. Après une période saluée par la critique, Chris quitte la série à la 6e saison pour avoir un enfant avec Anne dans le Michigan. Ben, dont la carrière politique auprès de Leslie devient centrale, finira notamment par vivre avec Andy et April Ludgate, incarnés par Aubrey Plaza, forgeant une amitié avec Andy qui durera jusqu'à la fin de la série, tout en développant une relation de type grand frère-petite sœur avec April. Maintenant, de nombreuses sitcoms ont introduit de nouveaux personnages drôles au cours de leur diffusion. Mais Ben et Chris n'étaient pas que drôles. Portés par un casting remarquable et une écriture brillante, ils ont transformé l'énergie de chaque personnage rencontré dans la série, les rendant tous meilleurs et plus amusants. Leur évolution comme membres centraux a enrichi la série et permis de libérer son potentiel, l'élevant au rang de sitcom adoré dont nous nous souvenons tous. Tout cela est arrivé car les créateurs de Parks and Recreation ont su réagir vite et intelligemment à un problème. À une époque où les services de streaming annulent les séries dès leur lancement, c'est un rappel qu'autrefois, les séries pouvaient apprendre de leurs erreurs et évoluer pour devenir ces émissions qui nous aident à éviter de sombrer dans le désespoir. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je veux prendre une minute pour vous parler de ce jeu incroyable, Transformers Eternal War. Si vous êtes fan de Transformers ou si vous aimez simplement les jeux de stratégie, alors vous devez vous préinscrire à Transformers Eternal War. Cette expérience mobile vous permet de constituer votre propre escouade de 5 robots Transformers alors qu'ils évoluent dans une toute nouvelle histoire incroyable écrite par le légendaire auteur Simon Furman. Découvrez la Légion du Chaos, une faction de robots apocalyptiques invoquée par l'être le plus maléfique imaginable, Unicron. Les Autobots et les Decepticons doivent s'unir pour arrêter la terrible ascension de la Légion du Chaos. Et c'est là que vous intervenez. Vous dirigerez l'effort de guerre en construisant des installations de soutien autour de l'arche, en collectionnant des personnages et en les améliorant grâce à la collecte de ressources. Assurez-vous de former la bonne équipe. La synergie de votre escouade peut faire la différence entre perdre la bataille et gagner la guerre. Transformers Eternal War est un vrai plaisir grâce à ses nombreux modes de jeu inventifs. Chaque boss offre des mécaniques surprenantes. Et vous les attaquerez avec toutes vos armes et capacités emblématiques que chaque fan reconnaîtra. Visuellement, le jeu parle de lui-même. Transformers Eternal War présente de superbes graphismes 3D à découvrir par vous-même sur votre propre écran. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour vous préinscrire à Transformers Eternal War, puis sur le bouton d'activation.
Vous recevrez ainsi des récompenses bonus, dont les personnages jouables Jazz et Bumblebee, un cadre d'avatar exclusif et une plaque nominative. Retrouvons-nous sur le champ de bataille, jusqu'à ce que tous ne fassent qu'un. Je veux dire, je pense pas que quelqu'un au gouvernement s'en soucie vraiment. Chérie, tu pourrais faire ça ailleurs. J'essaie de regarder la télé. C'est comme ça qu'Andy Dwyer a commencé dans Parks and Rec. Youpi! Je n'arrive pas à croire qu'on soit à Poudlard. Non, c'est le palais de Buckingham. C'est comme ça qu'Andy Dwyer s'est retrouvé dans Parks and Rec. Ce sont presque deux personnes complètement différentes. Comment Parks and Rec a-t-il transformé l'un des personnages les plus antipathiques en un atout qui a rendu Chris Pratt célèbre? C'est une question assez nuancée. À l'époque où Parks and Rec était en production, les plus grands rôles de Chris Pratt étaient des personnages secondaires dans des films comme Wanted et une réplique en 10 parties dans Jennifer's Body. Il était relativement inconnu à ce moment-là, et son rôle d'Andy Dwyer dans Parks and Rec n'était jamais censé aller au-delà de la première saison de la série. Il est crédité comme invité toute la saison. Le public trouvait le personnage d'Andy Dwyer très antipathique lors de la première saison. Alors comment ce perdant égoïste et paresseux a-t-il fini par devenir un héros romantique que le public soutenait activement? Et pourquoi fonctionnait-il au départ? Andy Dwyer devait au départ être presque un antagoniste pour Ann Perkins, jouée par Rashida Jones dans la première saison de Parks and Rec. La fonction d'Andy Dwyer en tant que personnage n'était vraiment rien de plus que de donner au public quelqu'un à détester, tout en servant de faire valoir à la relation naissante d'Anne avec Mark tout au long de la saison. L'idée ici, c'est que Andy Dwyer commence son parcours en étant essentiellement un parasite, profitant de la gentillesse d'Anne. Donc, quand Anne commence à flirter gentiment avec Mark, t'espères vraiment qu'elle quitte Andy. Andy est au fond un crétin. Il n'a certainement pas été conçu pour être aimé. Et cela fonctionne bien pour faire avancer et développer le personnage d'Anne tout au long de cette saison, jusqu'au moment où Anne finit par rompre avec Andy à la fin de la saison, et on assiste à l'aboutissement de cette sorte d'arc de développement initial. Elle trouve la force en elle de quitter un loser émotionnellement manipulateur et quelque peu abusif, et finit par développer une relation amoureuse avec quelqu'un de bien plus adapté à ses besoins. Ce moment, cet enchaînement d'action, résume tout le but de la saison. Il a rien de révolutionnaire, et c'est certainement pas le meilleur développement de personnage jamais montré à l'écran, mais cela reste un bon moment pour Anne. Et la rupture d'Anne avec Andy aurait pu et aurait probablement dû mettre fin à l'implication d'Andy dans l'intrigue générale de Parks and Rec. Il aurait été bien plus simple de se débarrasser du personnage à ce moment-là, et de poursuivre l'histoire. Peut-être le faire revenir une ou deux fois comme invité, mais cela n'est pas arrivé. C'est bien connu, les scénaristes et producteurs de Parks and Rec appréciaient tant Andy Dwyer qu'ils l'ont intégré comme personnage régulier pour la suite. Mais du point de vue du personnage et de l'écriture, c'était pas un processus facile. Fait amusant, il s'est passé quelque chose de très similaire dans The Office avec Andy Bernard. C'est une étrange coïncidence, avec des obstacles similaires à surmonter. Jusqu'alors, Andy Dwyer était écrit sans presque aucune qualité attachante. Un fainéant sans ambition, enclin à manipuler émotionnellement sa partenaire à un degré presque problématique. Donc, sans atout particulier, Andy Dwyer n'avait vraiment que peu de raisons d'apparaître à l'écran. Les scénaristes avaient vraiment essayé l'équivalent scénaristique de la force brute pour tenter de faire en sorte que le personnage fonctionne. En fait, ils ont failli le rendre encore plus antipathique en le présentant comme un harceleur inquiétant qui vit dans une tente au fond d'un énorme trou devant la maison d'Anne, où il peut s'immiscer dans sa vie à sa guise. Chaque jour, je mine subtilement leur relation, en l'affaiblissant petit à petit. Cela amplifie essentiellement tout ce qui faisait d'Andy Dwyer un méchant au départ, et pousse le tout à l'extrême, créant ce que certains appellent en scénarisation un personnage punitif. Un personnage d'abord sur le papier puis à l'écran, simplement conçu pour punir et servir de juste retour karmique. En général, ce genre de personnage sert à enfoncer le clou. Ils sont peut-être pas l'obstacle initial, mais ils sont là pour donner un coup de pied à quelqu'un quand il est déjà à terre, pour rendre le retour en force qui finit par arriver encore plus dramatique et encore plus excitant. Wow! Règle des 5 secondes. Non. Cependant, dans ce cas précis, le fait qu'Andy vive dans son jardin et surveille chacun de ses gestes fait passer le personnage d'Andy du statut d'idiot drôle à celui de quasi psychotique. Andy Dwyer ne fonctionnait ni sur le papier ni à l'écran après sa rupture avec Anne. Il était la version étrange d'Oscar the Grouch dans Parks and Rec, jusqu'à ce que Leslie Knope lui déverse une tonne de terre sur la tête et l'envoie à l'hôpital dans la saison 2.
Cependant, c'est à ce moment-là que le personnage d'Andy Dwyer commence à changer. La décision de reboucher le trou était une approche assez nuancée pour résoudre un problème encore plus subtil. C'était à la fois un message figuré et littéral. Cela a éliminé l'emprise d'Andy sur le personnage d'Anne en le retirant de sa vie. C'était le coup de grâce pour le personnage d'Andy, et cela a marqué un tournant dans la façon dont la série allait fonctionner dans son mode opératoire à l'avenir. Et tout cela était visuel, tout était clairement représenté. D'un point de vue littéral, le fait que le département des parcs et loisirs soit responsable d'avoir blessé Andy au passage aide le public à éprouver de la sympathie pour son personnage. La sympathie encore renforcée par l'introduction de ces avocats monstrueux qui tirent Leslie et Andy dans des directions opposées. Ils vont encore plus loin dans cet épisode en faisant refuser à Andy une indemnisation de 100 000 $, ce qui ajoute une touche d'altruisme et de désintéressement à la construction de ce personnage. En fait, à la fin de l'épisode, on se soucie vraiment de ce qui arrive à Andy. Tu as toujours détesté ce trou! Si Andy a été conçu comme une sorte de variable de punition dans les scénarios, il a suffi d'inverser ses rôles, un peu comme Andy Bernard et son moment de gestion de la colère dans The Office. Vous remarquerez peut-être que certaines réalités du scénario semblent se répéter dans des situations similaires. Le public étant désormais plus chaleureux envers Andy, les scénaristes ont pu l'intégrer progressivement dans la série en faisant que Leslie lui propose un emploi de cireur de chaussures à la mairie de Pony. C'est pendant son temps là-bas qu'Andy commence à développer sa relation amoureuse avec April et à asseoir sa présence. Les problèmes avec Andy n'étaient pas terminés pour autant. Il restait encore beaucoup à faire pour faire oublier les comportements passés de son personnage. Les scénaristes ont brillamment infligé à son personnage les conséquences qu'il méritait, tout en lui laissant la possibilité d'évoluer et de se racheter. Il éprouve encore des sentiments non résolus pour Anne, ce qui complique sa relation avec April, les laissant dans un vont-ils, ne vont-ils pas. Mais il maîtrise si bien ces choses qu'à la fin de la 2e saison, Andy, initialement créé pour seconder Mark, le protagoniste romantique, s'impose comme un prétendant bien plus attachant que Mark. Comme mentionné dans une vidéo précédente, le fait que Andy Dwyer devienne un prétendant romantique aussi marquant a été l'un des éléments qui ont conduit à ce que Mark soit effectivement retiré de la série, ce qui est une grande dose d'ironie scénaristique. Il faudra le reste de la 2e saison pour qu'Andy y parvienne, et cela en dit long sur la qualité de l'écriture de cette série, même à ses débuts, qu'ils aient pu inverser la situation aussi rapidement. Andy était un heureux accident, essentiel pour que Chris Pratt devienne une star d'Hollywood. Parfois, des personnages naissent, et les scénaristes s'y attachent irrésistiblement. Et quand un scénariste tombe amoureux d'un personnage, il commence à écrire ce personnage avec amour. Et lorsque l'écriture vient de cet endroit, le public le ressent. Le résultat, généralement, c'est que le personnage finit par rester et par améliorer la série. C'est quelque chose que nous avons vu avec des personnages comme Fonzie dans Happy Days, ou Steve Urkel, qui a carrément pris le contrôle de Family Matters, au point de transformer presque une sitcom familiale ouvrière en une comédie de science-fiction. Dans le cadre de Parks and Rec, qui suivait essentiellement la même voie que The Office, les scénaristes ont vu l'opportunité de s'écarter d'un chemin déjà éprouvé et de prendre un risque avec un personnage qui avait besoin de beaucoup de travail. Du moins, c'est l'impression que ça donne au premier abord, mais en réalité, c'était exactement le même processus que nous avons vu dans cette série. Et je veux pas généraliser ici, et je veux pas conclure cette vidéo en vous donnant un conseil du genre tableau Pinterest sur le fait que les scénaristes doivent s'adapter, parce que c'est pas vraiment ce que je pense être important ici. Ce que je trouve en réalité plus intéressant, c'est la tendance d'Hollywood à tomber amoureux du méchant. Et je parle pas du public, je parle des scénaristes eux-mêmes. Je veux pas me lancer dans une psychanalyse pour expliquer pourquoi, mais ce que je veux souligner, c'est qu'écrire un méchant ne veut pas toujours dire que vous écrivez un méchant. Cela signifie que vous écrivez un personnage avec des défauts qui se manifestent d'une manière un peu différente de ce qu'il devrait. Mais cela ne veut pas dire que vous leur accordez moins d'attention qu'au personnage que vous voulez voir triompher de ce méchant. Mark Brandon Danowitz. Mark Marquis était à l'origine censé être, en gros le Jim Halpert de Pony, Indiana. Quel est votre nom? Je suis Bill Buttliger. Vraiment? C'est votre vrai nom? Durant ces 30 épisodes dans Parks and Rec, son personnage, coureur de jupons meurtri et repenti, servait de contrepoids à Leslie Knope et entretenait des relations amoureuses avec elle et Ann Perkins. Au fil de la série, son personnage avait de moins en moins à faire. Après sa chute dans la fosse, il paraissait changé et n'avait plus sa place dans l'univers de Parks and Rec. Durant la 2e saison, Mark n'avait plus que 2 ou 3 répliques par épisode. $1000. Et il était clair que le personnage était en train d'être écarté. Dire qu'il a été écarté est un euphémisme. Mark est totalement effacé. Après sa dernière apparition en saison 2, son personnage n'est plus mentionné.
comme s'il était entré en protection des témoins. Même la scène dans l'épisode de la saison 5 intitulé Halloween Surprise, où Anne montre ses boîtes à ex, le nom de Mark n'apparaît pas. Que s'est-il donc passé? Pourquoi a-t-il été écarté de Parks and Rec? Voici pourquoi le personnage de Mark était condamné dès le début. Pour comprendre, il faut revenir à la série qui a inspiré Parks and Rec, The Office. Au lancement de la première saison de Parks and Rec, The Office terminait sa 5e saison avec près de 7 à 8 millions de téléspectateurs par épisode. Les créateurs de Parks and Rec, Greg Daniels et Michael Schur, ont utilisé The Office comme feuille de route vers le succès et ont appliqué les mêmes techniques qu'ils avaient utilisées pour créer The Office directement dans leur nouvelle série. Maintenant, si vous vous souvenez de la première saison de The Office, la série était construite autour de la tension et de la légère animosité entre les personnages. C'était sa substance. Eh bien, la première saison de Parks and Rec n'est pas très différente de cela. Il existe une tension préexistante et une énergie presque négative entre les personnages de la série, et c'est dans cet environnement que le personnage de Mark s'épanouit réellement. Mark est la voix de la raison dans les bureaux chaotiques de Pony, Indiana, servant d'ancrage pour certains personnages principaux. Il a déjà couché avec Leslie Knope et éprouve un intérêt romantique pour Ann Perkins. Ce qui sert presque de triangle amoureux, créant de la tension entre les personnages au fil des épisodes, alors que normalement, il n'y aurait qu'un seul centre d'intérêt autour de ces relations amoureuses. Son personnage est également capable d'amener certains des personnages les plus intransigeants, comme Ron Swanson, à être un peu plus flexibles dans leur façon d'être. Mark facilite également la progression de nombreux points clés de l'intrigue qui portent toute la première saison. Cependant, la nécessité de son personnage s'estompe progressivement au fur et à mesure que la série avance. Des relations plus concrètes se forment au sein des personnages secondaires, et les personnages trouvent de nouvelles façons intéressantes de travailler ensemble d'un épisode à l'autre sans l'aide de Mark. En tant que public, nous commençons à éprouver une vraie antipathie pour Mark à cause de certaines de ses méthodes pour résoudre ce que nous appellerions des problèmes. Il évolue dans une zone grise entre rôle romantique principal et un sale type, presque anti-héros. Jim Halpert réussit là où Mark échoue. Jim n'est jamais montré en train de coucher à droite à gauche ou de draguer en étant ivre. En tant que spectateur, nous faisons confiance à Jim pendant les 2 premières saisons. Mark, lui, a des défauts profonds, presque problématiques. On n'a pas envie de soutenir ce type et il est difficile de bâtir un rôle romantique principal sur un tel personnage. Il fait jamais rien d'assez remarquable pour qu'on ait envie de le soutenir et il ne fait jamais rien d'assez grave pour justifier un arc de rédemption. À la saison 2, il ne reste plus grand chose à faire pour Mark, cantonné à un rôle assez quelconque où son existence devient presque inutile. C'est juste une sorte de monsieur tout le monde fade au milieu d'un groupe de personnages extrêmement distincts et excentriques. En fait, Paul Schneider a déclaré publiquement qu'il était lui-même confus par rapport à son personnage à cette période, affirmant que même lui ne comprenait pas le nombre de choses à faire pour son personnage, ce qui rendait difficile pour lui de jouer de façon naturelle. Sans parler du fait que l'attention romantique de la série s'éloignait lentement de Mark et Anne pour se concentrer sur la relation naissante entre Andy et April, ce qui nous amène au deuxième catalyseur de la chute de ce personnage, Andy Dwyer. Lorsque nous rencontrons Andy pour la première fois, c'est sans doute le personnage le plus répréhensible de la série. C'est un homme-enfant paresseux et irresponsable qui fait passer Mark pour un meilleur parti. Il ne devait être qu'un personnage éphémère après sa rupture avec Anne, mais les scénaristes et l'équipe ont tellement apprécié Chris Pratt sur le plateau. Le personnage a tant séduit le public qu'il a été conservé dans la série. Andy et April entament alors leur romance, dépeinte avec une telle sincérité qu'on s'attache à eux et à leur histoire, ce qui modifie la dynamique de la série. La chimie à moitié cachée continue de grandir entre Chris Pratt et Aubrey Plaza, et elle éclipse complètement la relation entre Anne et Mark. On se retrouve donc avec ce personnage, Mark, qui n'apporte plus rien non plus sur le plan romantique. Il a vraiment aucun impact avec ses relations et n'apporte plus rien à la narration ni à l'intrigue à ce stade non plus. Ce soir, je suis la 7e roue du carrosse du service des parcs. L'arrivée de Ben Wyatt, Adam Scott et le personnage de Rob Lowe dans la saison 2 marquent la fin de Mark. Ces personnages étant bien plus forts, mieux écrits et avec des motivations claires. Ils sont aussi de meilleurs partenaires romantiques. Chris et Anne ont une relation plus saine et intéressante qu'Anne et Mark, surtout grâce à l'optimisme que Chris apporte à la série. Régime, exercice, compléments alimentaires, pensée positive. Les scientifiques estiment que la première personne à vivre jusqu'à 150 ans est déjà née. Je crois que c'est moi. Ben Wyatt et Leslie Knope forment un excellent couple, leur relation devient centrale dans la série. Même la relation de Ron Swanson avec Tammy est plus intéressante que toute celle de Mark à cause de son écriture. À la fin de la saison 2, il était devenu l'équivalent d'un blockbuster vidéo parmi les personnages de Parks and Rec. Autrefois apprécié, mais désormais presque obsolète face à de meilleures options. Pourtant, en coulisses, l'ambiance restait amicale, et Schneider savait que son personnage était dans une impasse. Et Schurman a déclaré que son personnage reviendrait probablement de temps en temps dans la série. Eh bien, cela aussi était faux. Après le départ peu marquant de Mark à la fin de la saison 2,
Le personnage a été réduit au point de presque ne plus exister. En fait, la seule preuve de sa présence dans la série est une peinture qu'il a faite, visible dans le bureau de Ron Swanson jusqu'à la saison 6, puis Mark disparaît totalement. Son absence paraît volontaire et personnelle, malgré les déclarations publiques. En 2010, Mike Schur a déclaré dans une interview accordée au LA Times que l'objectif était de faire revenir Mark dans la série dès que son emploi du temps le permettrait, et dès que les intrigues qu'ils écrivaient l'exigeraient. Mais ce jour n'est jamais venu. Dans une interview accordée à Screen Crush, Paul Schneider a révélé qu'il n'avait non seulement aucun intérêt à revenir, mais qu'il a jamais été contacté pour revenir. Je suppose que certaines choses ne s'expliquent jamais vraiment. Le renvoi de Mark est une leçon sur le développement des personnages, mais aussi sur la façon dont les changements de casting et de narration, qui semblent sans rapport avec les personnages, peuvent avoir un impact énorme sur leur évolution. Et aussi, comment cela peut amener des personnages à rester là, à occuper l'écran et à faire perdre son temps aux spectateurs. Il suffit pas de créer des personnages qui ne sont que des intérêts romantiques unidimensionnels. Nous devons activement mettre les personnages au défi et ce faisant, rappeler au public que ses propres sentiments envers eux doivent aussi être remis en question. C'est ce qui rend un personnage intéressant. Et dans le cas de Mark, il n'était tout simplement pas assez stimulant. Son départ de la série était nécessaire car il alourdissait les intrigues qui se sont épanouies après. Même si des fans étaient tristes, c'était la bonne décision pour Parks and Rec. Et parfois, c'est aussi la bonne décision pour votre art ou votre processus créatif en général. Parfois, si quelque chose ne fonctionne pas, il vaut mieux laisser votre propre marque prendre la porte. Mon dieu, Marc, ça va? Eh bien les gars, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Nerdologics. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, appuyez sur le bouton j'aime ci-dessous et abonnez-vous. Et là, sur votre écran, vous devriez voir 2 autres épisodes de Nerdologics, donc cliquez sur l'un d'eux, restez ici, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.